Bien, bonjour à tous. Donc j'ai PowerPoint, je suis contente. C'était un petit peu ennuyeux sinon. Donc je commence simplement pour situer un peu le centre pour la communication scientifique directe, le CCSD, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une unité qui a été créée par le CNRS il y a tout juste 20 ans, qui est une unité de service donc qui dépend aussi bien du CNRS, d'INRIA, de l'Université de Lyon et de l'INRAE. Donc l'INRAE, c'est un organisme tout neuf qui a été créé en 2020 et qui résulte de la fusion entre l'INRA et l'IRSTEA. Et donc la mission du CCSD est de fournir des plateformes dans l'esprit du libre accès aux communautés scientifiques. Donc vous connaissez probablement HAL, de toute façon il y a plein de posters concernant HAL dans cette salle. Une partie de HAL concerne les thèses, les thèses, le dépôt de thèses électroniques qui s'appelle TEL. Vous pouvez aussi également déposer des images et des vidéos scientifiques. Donc là, on est dans le domaine des archives ouvertes. On met également à la disposition dans une application qui s'appelle Auréal tous les référentiels utilisés dans le cadre de HAL. Donc un référentiel, on en parlera peut-être comme c'est lié aussi aux identifiants numériques, mais les référentiels auteurs, structures de recherche, projets ANR et projets européens et revues. Vous connaissez peut-être aussi la plateforme ScienceConf qui permet de gérer des colloques. Ça va aussi bien de la gestion de l'appel aux communications, à la gestion des inscriptions, avec la possibilité d'avoir un site web associé à l'événement scientifique. Et une autre application, une autre plateforme qui s'appelle episcience.org, qui est une plateforme destinée à l'hébergement de revues en libre accès. Donc voilà, ça c'était pour situer le CCSD, si vous en entendez parler. Donc je vais vous parler donc des identifiants chercheurs, identifiants auteurs. Je vais repartir un petit peu du début, puisque là on parle, toute la question des identifiants, elle est vraiment liée aux chercheurs en tant qu'auteurs. Donc le chercheur publie des articles, des revues, publie les résultats de ses recherches et présente ses recherches dans des communications, des rapports. Il peut publier, déposer des codes sources de logiciels. Et donc son nom d'auteur est présent. Sa personne est représentée par son nom d'auteur, son travail est représenté aussi par son nom d'auteur, est présent donc sur le site de la revue dans lequel il a publié. Cette revue peut aussi faire partie d'une plateforme qui héberge un portefeuille de revues, donc c'est le cas par exemple de Sciences Direct pour Elsevier, d'Open Edition de Cielo. Si vous avez publié un ouvrage ou si vous avez soutenu une thèse dans une institution française, votre thèse ou votre ouvrage sera référencé dans le catalogue des bibliothèques universitaires, le SUDOC pour la France, mais dans n'importe quel catalogue de bibliothèque, votre nom d'auteur sera référencé également. Votre nom d'auteur sera aussi présent dans les bases de données bibliographiques, donc, comme le Web of Science, qui est aussi un outil incontournable aussi pour le référencement des publications scientifiques. Si votre publication a été déposée dans une archive ouverte comme HAL, votre nom d'auteur sera présent bien entendu, ainsi que dans les agrégateurs d'archives ouvertes comme OpenAir. Donc votre nom d'auteur, selon les règles d'alimentation de ces bases de données, puisque ce sont des systèmes d'information qui fonctionnent comme une base de données, selon les règles de saisie ou d'alimentation, votre nom d'auteur peut se présenter de différentes façons, donc soit prénom-nom, soit nom-prénom, l'initiale du prénom nom. Ça, c'est les façons dont les bases de données sont alimentées. Et dans une même base de données, votre nom peut être présenté sous ces trois formes différentes. Il y a également la question des noms, de la façon dont on signe, dont la personne va signer ses productions. Donc selon qu'elle a utilisé son nom de naissance ou un nom d'usage, on cite souvent le cas des femmes mariées qui peuvent, en début de carrière par exemple, signer avec leur nom de naissance et puis après accoler le nom de naissance avec leur nom de femme mariée, changer en fonction de sa vie tout simplement. Donc le problème après, dans ces bases de données-là, c'est comment être sûr que la publication A correspond bien à cet auteur-là. Donc il y a également la question des homonymes, puisque
voilà, sur Internet, on se rend compte effectivement que quand on tape un nom et un prénom sur Internet, sur un moteur de recherche comme Google, bah, effectivement, vous découvrez peut-être des homonymes. Et ces homonymes peuvent aussi être travailler dans le cadre de la recherche, et puis même système, produire des articles qui sont eux-mêmes référencés, etc. Donc, dans un système d'information comme une base de données, un catalogue, on a des noms d'auteurs qui se présentent sous différentes formes, et puis des noms d'auteurs qui peuvent correspondre à plusieurs personnes. Donc le problème pour ces bases de données, ces systèmes d'information, c'est vraiment d'attribuer les bonnes publications aux bonnes personnes. Donc de lier une entité, donc vous, le chercheur, avec des objets qui sont les publications, les productions scientifiques. Et donc c'est un peu le rôle de ces identifiants dont on parle aujourd'hui, d'identifier, c'est le cas le plus simple, d'identifier une personne, de l'identifier de façon univoque, donc dans un environnement donné, une base de données, un environnement, une application, et d'attribuer de façon univoque à cet auteur, à ce chercheur en l'occurrence, les produits dont il est l'auteur. Donc si on se réfère à la définition de l'identité numérique telle qu'on la présente assez habituellement, qui est une collecte de traces numériques, on peut tout à fait envisager l'identifiant comme un code, un code numérique, qui agrège toutes les traces numériques dans l'environnement donné. C'est-à-dire à ce code va correspondre un prénom et un nom d'auteur avec des traces numériques qui peuvent être représentées par des publications. Et moi j'ai tendance à dire que ce sont les publications, j'aime bien présenter ça en termes d'identité numérique, comme des traces consistantes, c'est-à-dire riches en informations, puisqu'il y a bien sûr le contenu de vos recherches, il peut y avoir la présence de financement, vous avez les collaborations. Donc pour moi ce sont des traces numériques au sens le plus simple possible, très riches. Donc, pour s'y retrouver dans tous les identifiants, vous allez entendre parler peut-être d'un certain nombre d'identifiants. Donc, je vais distinguer dans ma présentation des identifiants qui existaient bien avant qu'on parle de l'identité numérique des chercheurs, etc. Puisqu'au sein des catalogues, on utilise des référentiels, des autorités, des notices d'autorité, des autorités auteurs. Et donc ces identifiés existent à votre insu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour la gestion des bases de données catalographiques. Donc en France, le plus connu c'est l'IDREF, qui est utilisé dans le SUDOC. Donc le SUDOC, je rappelle, c'est le catalogue qui est alimenté notamment par les bibliothèques universitaires. Donc toute personne ici qui a soutenu une thèse dans un établissement français et dont la thèse est cataloguée dans le SUDOC, a un IDREF. Donc, je ne sais pas combien de personnes ça concerne ici. Un autre identifiant qui est dans le domaine dans le monde des bibliothèques, c'est le VIAF, Virtual International Authority File. Donc, cet identifiant, c'est aussi un code numérique qui a pour objet de fédérer tous les identifiants des bibliothèques partenaires. Donc c'est un identifiant avec d'autres identifiants de bibliothèques. Donc quel est l'intérêt? C'est pour pouvoir justement, ce dont a parlé Aline tout à l'heure, c'est favoriser l'interopérabilité entre les catalogues. Donc si par exemple un catalogue a envie d'importer les données d'un autre catalogue, s'il veut avoir par exemple toutes les publications d'un auteur X, il va peut-être il va aller dans le VIAF pour récupérer l'identifiant qui correspond et pouvoir faire ses requêtes plus simplement pour importer toutes les données qui correspondent. À un niveau encore un petit peu au-dessus, il y a l'ISNI. Je dis un petit peu au-dessus parce que l'ISNI, l'International Standard Name Identifier, a pour objectif justement de fédérer encore plus d'identifiants, y compris le VIAF, mais aussi l'ORCID dont on va parler, et aussi tout identifiant ou attribuer des identifiants à tout créateur de contenu qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir dans des catalogues, par exemple des créateurs d'émissions de télévision, des sociétés de musique, etc. Donc c'est encore plus large. Donc tout ça, ces identifiants-là sont gérés par les personnels des bibliothèques. Maintenant,
la question d'identité numérique a fait émerger aussi ces questions des identifiants auteurs dans les domaines qui touchent plus spécifiquement les chercheurs. Et donc, il y a on parle d'identifiants chercheurs puisque ça ne concerne que des auteurs et des contributeurs du monde de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'ils concernent les publications scientifiques et ils sont nés dans des environnements scientifiques, dans des bases de données bibliographiques qui ont utilisé ces identifiants de la même façon que les catalogues de bibliothèques en ont créé. Et certains sont mis à la disposition des chercheurs, soit pour les créer, soit pour les alimenter. Donc c'est le cas notamment du Scopus ID qui concerne tous les auteurs des publications qui sont référencés dans la base Scopus. Le Researcher ID qui, de la même façon, est attribué à tous les auteurs d'une publication qui est référencée dans le Web of Science. L'idéal, qui concerne donc tous les auteurs des publications qui sont déposées dans l'archive ouverte HAL. Donc j'ai mis une accolade là pour vous préciser que ces identifiants, il faut être auteur. Il faut être reconnu dans la base de données de ces environnements, de ces applications, comme auteur d'une publication pour pouvoir se créer ces identifiants. C'est en cela que se distingue l'ORCID, qui signifie Open Researcher and Contributor ID, qui lui est totalement indépendant d'un environnement numérique donné ou d'une application. Donc je vais passer un petit peu plus de temps dans ma présentation là-dessus. Donc c'est ce qui caractérise donc ces identifiants chercheurs. Donc on est passé d'identifiant auteur à chercheur, mais pourquoi ? Parce que justement ce sont des auteurs de publications scientifiques, c'est pour ça qu'il y a eu un glissement aussi, un glissement où on parle d'identifiant chercheur. Et donc leur caractéristique c'est que le chercheur peut se l'approprier, il y en a certains qu'il peut se créer lui-même, donc aussi de son initiative de se créer parce qu'il a repéré que ces publications étaient dans cette base de données en particulier. Il peut mettre à jour, c'est-à-dire associer à cet identifiant qui lui a été attribué, les publications qu'il a repérées dans la base de données. Et le plus souvent, à cet identifiant est associé un profil, c'est-à-dire un formulaire dans lequel le chercheur peut aussi ajouter d'autres informations. Donc il peut, par exemple, y répertorier les autres formes de noms d'auteur qu'il a repérées. Il peut ajouter ses recherches, des mots-clés sur ses recherches, d'autres identifiants. Donc le but de ma présentation, c'est pas de présenter en détail chacun de ces identifiants. Il y a énormément de tutoriels en ligne, de formations qui sont proposées aux chercheurs pour savoir lequel utiliser, comment l'utiliser. Moi, je voudrais surtout vous montrer comment justement l'interopérabilité, c'est-à-dire les outils, comment les bases de données, les applications interagissent entre elles pour que ces identifiants-là sont vraiment des outils qui permettent l'interopérabilité et facilitent le dialogue entre les applications. Et donc favorisent de fait la visibilité du chercheur et de ses travaux. Donc je vais commencer quand même par l'idéal, je ne vais quand même pas passer à côté de l'idéal, qui est vraiment l'identifiant chercheur donc, qui correspond à l'environnement de l'archive ouverte HAL. Il se distingue des autres identifiants en cela que c'est le chercheur qui choisit la façon qui choisit l'identifiant. Les autres identifiants sont une suite de chiffres qui sont attribués automatiquement par le système, alors que dans le cadre de l'idéal, c'est le chercheur qui choisit son idéal. Le plus souvent, il choisit son prénom et son nom. Donc là, j'ai grossi un peu. Voilà, là, ça permet de voir qu'un des auteurs a choisi, Nicolas Fressanjas, a choisi comme idéal Fressange. Voilà, c'est vraiment laissé libre. Le chercheur est libre de choisir l'intitulé de son identifiant. À partir de cet identifiant, il va pouvoir justement se créer une page chercheur dans HAL qui intégrera dans l'URL cet identifiant, cet idéal qu'il a choisi. Donc ça fait une page personnelle avec dans l'URL le plus souvent le prénom et le nom du chercheur, ce qui contribue bien entendu à sa visibilité. Et puis quand on a une URL avec un prénom-nom,
c'est immédiatement compréhensible par un utilisateur. Il peut, dans son profil idéal, donc le but c'est bien sûr, le but premier c'est d'associer toutes les publications qui sont déposées dans HAL à cet identifiant, pour permettre notamment une recherche facilitée. Ça va être aussi une aide au dépôt, c'est-à-dire que lorsqu'une personne dépose une publication de cet auteur, on va lui proposer en priorité la forme auteur qui correspond à l'idéal. Il y a un des panneaux là que j'ai eu qui explique comment créer justement l'idéal, et puis l'aide à la saisie dans l'environnement du dépôt, qu'est-ce que ça peut apporter. Il peut ajouter aussi dans son profil d'autres identifiants chercheurs. Et ça, c'est quelque chose que justement j'aimerais souligner, puisque ça fait partie des bonnes pratiques. Si jamais vous avez plusieurs identifiants chercheurs, n'hésitez pas à, dans chacun des profils des identifiants, à rajouter vos autres identifiants. L'intérêt de l'idéal aussi, c'est qu'il est utilisé il est disponible dans les API. Les API, ce sont justement ces programmes qui permettent aux applications de dialoguer. Et donc, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, il y a des chercheurs CNRS qui dépendent de l'INSHS. Mais par exemple, actuellement, on est dans la campagne est lancée d'alimenter le rapport d'activité RIBAC. Et si vous voulez faciliter le remplissage du RIBAC avec vos publications, il suffit de fournir l'idéal à l'INSHS qui l'intégrera dans RIBAC, et l'exploitation des données déposées dans HAL pour les intégrer dans la fiche RIBAC sera facilitée. On a développé aussi un plugin WordPress. Donc pareil, si parmi vous il y a des personnes qui ont un carnet de recherche sur hypothèse, ou bien même si par exemple le site du laboratoire est géré par WordPress, en utilisant ce plugin, il peut afficher, pour chacune des pages chercheurs, il peut afficher à partir de l'idéal la liste des publications de ce chercheur, soit dans les pages du labo, soit pour la page chercheur si le site web est conçu avec des pages pour chacun des membres du labo. Donc en termes de chiffres, il y a actuellement plus de 33 000 idéales référencés. Il y en a presque 10 000 qui ont été créés en 2019. Et donc je vous parlais de l'interopérabilité, c'est-à-dire de l'intérêt de stocker les autres identifiants chercheurs dans son idéal. On voit dans cet exemple-là que cette personne a rajouté son Researcher ID ainsi que son ORCID. Donc si moi je suis utilisateur, j'ai fait une recherche sur Google Scholar, et je tombe sur la notice HAL de ce chercheur, je vois qu'il a un ORCID, un Researcher ID. Je peux tout à fait, en cliquant sur l'ORCID, me balader et aller sur l'autre application. Donc là, vous voyez, simplement en cliquant sur l'ORCID de cette personne qu'elle a renseigné dans son idéal, je me promène ainsi d'une application à l'autre. C'est ce qu'on appelle donc l'interopérabilité, c'est ce que facilite l'interopérabilité. Et donc là, je suis donc sur le profil de l'ORCID de ce chercheur, et on voit donc qu'il a complété son profil avec ses affiliations, ses diplômes, et il a associé aussi ses publications, mais il a aussi ajouté dans son profil le lien vers son blog, le lien vers son CV dans HAL, qu'il a pu créer grâce à son idéal Fressange. Donc là, on pourrait tout à fait aussi revenir, boucler et revenir sur HAL. Mais il a aussi ajouté son Scopus ID, puisque ses publications sont référencées dans cette base, ainsi que son Researcher ID. Donc vous voyez, pour l'utilisateur, c'est assez simple de se promener d'une application à l'autre. Donc ça facilite ce que disait tout à l'heure Aline, par exemple. Je vais vous rencontrer dans un colloque, je cherche à connaître vos travaux, voilà, je fais effectivement une recherche par Google Scholar, mais après je peux me promener, grâce à ces identifiants, je peux me promener dans des environnements de recherche qui listent vos publications, vos recherches, qui donnent des informations, des traces consistantes sur vos recherches, sur vos travaux.
Donc l'ORCID, ça veut donc dire Open Researcher and Contributor ID, donc il se différencie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des autres identifiants, en cela qu'il est totalement indépendant d'un environnement numérique donné, d'une base de données bibliographique ou d'une archive ouverte. Donc sa gouvernance, il est géré par une organisation internationale ouverte à but non lucratif. Dans sa gouvernance, on trouve des représentants d'agences de financement comme le Wellcome Trust, on trouve des éditeurs privés comme Clarivate Analytics, on trouve des représentants un représentant de l'agence qui gère les DOI qui s'appelle Crossref. Enfin voilà, c'est le but de cette organisation internationale, c'est vraiment de fédérer différents acteurs du monde de la publication scientifique pour en faire, on va le voir, pour créer cet identifiant qu'ils vivent et qu'il soit utilisé de façon, dans tous les espaces dans lesquels le chercheur est référencé en tant qu'auteur, en tant que chercheur, tout simplement. Donc dans les missions, les missions qui sont affichées sur le site d'ORCID, c'est de fournir un identifiant que toutes les personnes impliquées dans des activités de recherche, d'innovation universitaire peuvent utiliser avec leur nom. Donc vous voyez que ça va au-delà de la simple publication scientifique. Et fournir des outils ouverts qui permettent justement des connexions entre les chercheurs, leurs contributions et leurs affiliations. Ce qui différencie aussi cet identifiant des autres identifiants, c'est que vous n'avez pas besoin d'être auteur pour avoir un ORCID. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour les jeunes chercheurs. Vous pouvez tout à fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir publié ou bien présenté une communication dans une conférence qui sera référencée dans une archive ouverte, par exemple, pour pouvoir vous créer un ORCID. Donc ça, c'est quand on parle de stratégie de visibilité pour un jeune chercheur qui démarre dans la carrière et qui n'a pas de publication à son actif, c'est hyper intéressant. Donc on trouvera aussi on trouve énormément sur Internet de ce genre de graphiques là, qui essayent de représenter l'ORCID comme vraiment un identifiant pivot entre plusieurs organismes et plusieurs systèmes d'information. Donc on a bien entendu tout ce qui est base de données, archives ouvertes, catalogue qui recense les publications scientifiques, mais il y a aussi tout ce qui est agence de financement et les institutions. Donc une institution a besoin aussi, à son propre système d'information. Une université, par exemple, a son propre système d'information et a aussi besoin d'identifier les chercheurs, ces enseignants-chercheurs, comme des personnes qui publient, qui ont des productions scientifiques. Et donc, l'identifiant l'ORCID peut servir tout à fait de pivot pour associer justement un nom de chercheur en tant que salarié de son institution avec quelqu'un qui produit, qui est référencé dans d'autres applications. C'est toujours l'interopérabilité. Et donc, du coup, l'ORCID est de plus en plus adopté de façon à l'international par plein de systèmes d'information. Et au niveau d'ORCID, ils développent aussi ils arrivent à fédérer des communautés autour de groupes de travail pour justement éditer et puis produire des recommandations et des bonnes pratiques. Donc, par exemple, il y a un groupe de travail sur les archives ouvertes, un groupe de travail pour les financeurs, pour les agences de financement, un groupe de travail pour les éditeurs. Donc, tout ça permet et favorise bien sûr l'adoption de l'ORCID dans un peu toutes les strates. Donc d'un point de vue, il y a quand même des points de vue négatifs sur cette espèce de rouleau compresseur qu'est l'ORCID. C'est que d'une certaine façon, c'est une façon de tracer l'activité du chercheur. Donc ça peut avoir un côté peut-être négatif pour certains, cette traçabilité. Mais pour vous, en tant que chercheur, ça aussi, ça favorise, ça peut rentrer aussi dans votre stratégie de visibilité. Ça peut être un outil très puissant pour
pour votre visibilité et surtout pour que tous vos travaux soient correctement attribués à votre personne. Donc un exemple de cette adoption, c'est que on parlait tout à l'heure du plan national pour la science ouverte qui, dans ses actions, a spécifiquement exprimé dans son plan d'action l'adhésion au niveau national à ORCID. Donc ça a abouti en octobre dernier au lancement de la communauté française d'ORCID. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça va me permettre un petit peu de toucher un mot sur le modèle économique d'ORCID. Donc pour le chercheur, c'est totalement gratuit, hein, mais pour pouvoir utiliser les métadonnées associées à l'ORCID de façon la plus riche possible, il faut que les institutions, les applications adhèrent, moyennant cotisation, à l'ORCID. Donc il y a bien sûr des métadonnées qui sont mises à disposition gratuitement, hein, qu'une application peut utiliser, mais elle va se limiter aux données qui sont publiques. Et donc il y a des données qui peuvent être... le profil d'un chercheur, il peut choisir tout à fait de le rendre privé. Donc si vous n'avez pas adhéré, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à ces informations. Et donc parmi l'adhésion de la communauté française d'ORCID, donc j'ai pas repéré Paris 13, l'université Paris 13, voilà. Donc il y aura certainement, vous entendrez prochainement certainement parler de l'ORCID avec la volonté des universités et des organismes d'inciter les chercheurs à se créer un ORCID. Voilà. Donc le CNRS a aussi adhéré à ce consortium, enfin fait partie de ce consortium, et ça va permettre notamment à l'application HAL en tant qu'application, de bénéficier justement de ces API, de ces métadonnées qui sont mises à disposition aux membres, avec l'idée, c'est en cours de développement, de récupérer les métadonnées associées au profil ORCID pour les intégrer dans HAL, à la demande du chercheur, hein, toujours, et vice-versa. C'est-à-dire que si par exemple le chercheur a un idéal avec ses publications renseignées dans HAL, fournir toutes les métadonnées de ces publications pour aller enrichir le profil d'ORCID, son profil d'ORCID. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de traçabilité, et il y a peut-être parmi vous des gens qui ont été dans ce cas-là, c'est-à-dire au moment de soumettre un article dans une revue, l'application qui gère la soumission des manuscrits a demandé un ORCID. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas-là. Donc ça peut être, il y a certaines revues qui obligent la création d'un ORCID, ou en tout cas la soumission d'un ORCID avec un manuscrit. Donc là, j'ai simplement, parce qu'on peut trouver énormément d'exemples, hein, sur le site d'ORCID. D'ailleurs, le site d'ORCID référence tous les éditeurs qui ont, non pas forcément une politique d'obligation, mais en tout cas une politique de forte recommandation. Et donc là, typiquement, par exemple, Wiley, qui, dans sa checklist pour la soumission d'un article spécifique, qui demande au chercheur d'être sûr qu'il a bien enregistré son ORCID de façon à l'associer à son manuscrit, au manuscrit qu'il vient de soumettre. L'avantage après, dans ces cas-là, c'est qu'une fois l'article l'article publié, accepté, publié, eh bien cet ORCID sera disponible sur le site de la revue. Donc par exemple, si après vous allez, vous pourrez regarder assez facilement sur les sites de revue, on peut toujours cliquer sur l'information de l'auteur, et donc là par exemple, on peut accéder à l'ORCID de ce chercheur, et de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure, l'utilisateur peut tout à fait cliquer sur cet ORCID, et puis il se retrouve après sur le profil d'ORCID de ce chercheur. Donc après, on peut tomber tout à fait sur des profils qui ne sont pas remplis, hein, mais ça c'est une autre question. Et ce qui est assez puissant aussi, c'est que même dans le PDF, dans le fichier PDF, ça c'est le fichier PDF qui correspond à l'article
que j'ai vu, auquel correspond la page écran. Vous avez ce petit badge là, ID, ce rond vert avec un ID au milieu. Donc là, c'est le badge que produit Orchid, qui peut être utilisé par n'importe quelle application. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que même dans le PDF, le lien est actif. Voilà. Donc là, en termes de visibilité, pour votre stratégie de visibilité, c'est aussi un petit plus. Et après, dans les fonctionnalités qu'a créé Orchid, c'est la fonctionnalité d'auto-update. Donc le principe, c'est que une fois que c'est publié, l'éditeur va créer un DOI qu'il va fournir à l'agence qui référence les DOI, qui s'appelle Crossref. Et Crossref va pouvoir alimenter automatiquement, Crossref ou l'éditeur lui-même d'ailleurs, peut alimenter automatiquement le profil Orchid. Donc là, c'est un service qui est proposé aux chercheurs pour compléter automatiquement, de façon synchrone même, le profil du chercheur. Alors bon, ça c'est un outil facilité. Moi, je pense quand même qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait énormément de profils qui étaient vides. C'est-à-dire que, le chercheur, on lui a demandé de se créer un profil Orchid, un identifiant Orchid pour soumettre un article. Bon, il l'a fait, il n'est pas allé plus loin. Ou alors, comme pour les réseaux sociaux, on se crée un compte pour voir ce que ça donne, et puis on ne va pas plus loin. Donc, dans les statistiques qui sont disponibles sur Orchid, il référence plus de 7 780 000 identifiants Orchid créés. Si on fouine un peu, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui sont vides, c'est-à-dire qu'en termes d'identité numérique, vous avez effectivement l'Orchid qui est associé à un nom, prénom, mais il n'y a pas d'autres informations. Il y a aussi beaucoup de doublons, c'est-à-dire que vous, en tant que chercheur, vous pouvez créer autant d'Orchid que vous voulez. Donc en termes de stratégie, c'est peut-être pas très très bon, mais bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification a posteriori, il n'y a pas de curation des données. Donc là, je pense quand même que ça a été peut-être aussi un moyen pour alimenter, pour créer des traces un peu plus consistantes à tous ces identifiants qui sont un peu vides quelque part. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que si l'Orchid est associé aux métadonnées du DOI fourni par l'éditeur, c'est-à-dire que si l'Orchid est une métadonnée associée au DOI, ça bénéficie à tout système d'information, comme une base de données bibliographique, une archive ouverte, qui utilise les DOI. Donc pour en revenir à HAL, je ne sais pas si au moment du dépôt, vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité, vous pouvez tout à fait récupérer les métadonnées en rentrant le DOI, donc vous rentrez le DOI, et HAL va interroger justement Crossref pour récupérer les métadonnées qui correspondent à ce DOI pour compléter le formulaire de dépôt de façon à ce que vous n'ayez rien à faire. Je ne sais pas, pardon, si tout le monde sait ce que c'est qu'un DOI. Alors un DOI, c'est un Digital Object Identifier, donc peut-être que voilà, tout simplement là, on le voit ici. Donc ça commence toujours par 10 points quelque chose. Là aussi, c'est un identifiant, un code qui identifie de manière unique la publication et d'un point de vue technique, à cet identifiant numérique correspondent toutes les métadonnées de la publication, le titre, les auteurs, l'affiliation des auteurs, le résumé, etc. Voilà. Donc, pour en revenir à HAL, au moment du dépôt, vous pouvez tout à fait récupérer automatiquement les métadonnées à partir du DOI. Donc c'est vrai qu'il y a toutes les publications n'ont pas un DOI affecté, mais quand il y en a un, donc ça va être intéressant pour nous puisque ça fait partie des développements que l'on est en train de faire. On est en train de revoir complètement le référentiel auteur de façon à justement stocker ce DOI qui fait partie des métadonnées, stocker l'Orchid de l'auteur qui accompagne le DOI. Donc là, ça fait partie des développements. Donc, je suis peut-être allée un peu vite, je n'ai pas du tout regardé où j'en suis. En tout cas, moi, ce que je voudrais s'il y a quelque chose à retenir dans le cadre de cette journée, c'est que si jamais vous avez été amené à vous créer un Orchid pour X raisons, pensez à le compléter.
hein. Pensez à le compléter, c'est-à-dire il y a des outils assez faciles pour associer les publications et surtout compléter avec vos autres identifiants chercheurs, puisque ça favorisera justement l'interopérabilité, le passage d'une application à l'autre pour un utilisateur, mais aussi pour les autres applications, puisque en interrogeant une autre application qui interrogera l'ORCID pourra récupérer toutes les métadonnées associées à cet identifiant. Donc voilà, moi je laisse la place aux questions, s'il y en a. Alors, des questions? En fait, on voit bien qu'avec ORCID, on bascule d'un modèle science ouverte, ou archive ouverte plus exactement, où l'auteur avait une démarche volontaire pour déposer ses productions et donc rester maître de l'ensemble de ce qui était mis en place par... ce qui était visible de sa part, avec toutes les lacunes que ça peut avoir, à une logique où l'éditeur, éventuellement l'éditeur payant, va mettre à jour le profil chercheur du chercheur via les DOI, manifestement sans lui demander son avis. Si, donc voilà, c'est là-dessus que je voulais avoir une précision. Non, si on revoit, justement dans cette petite infographie, c'est if you authorize. Si vous autorisez, c'est cross-cut. Donc si c'est le chercheur, si le détenteur de l'ORCID autorise de la même façon que d'autres, vous pouvez tout à fait synchroniser avec d'autres applications, mais c'est toujours si vous, en tant que chercheur, vous le décidez. Et c'est révocable. D'accord. Après, j'avais une autre question. Le nombre d'institutions françaises qui ont adhéré à ORCID, et puis une toute petite donnée d'information sur les financeurs d'ORCID, parce que je pense que c'est important de le dire. Il y a aussi Elsevier, qui est un gros financeur d'ORCID. Et donc, sur la pérennité de l'aspect ouvert et gratuit et libre des données, on peut quand même s'interroger. Alors, le nombre d'établissements qui font partie du consortium actuellement, c'était 34, d'après les derniers chiffres que j'ai vus. Donc, pourquoi un consortium? C'est que simplement une université ou n'importe quelle institution qui adhérera individuellement, ça coûte 10 000 $. Et là, en consortium, en fonction du nombre d'organismes dans le consortium, et forcément les prix sont dégressifs. Donc là, je pense que chacun des organismes du consortium a payé 4 000 $. On avait dit 5 000 €, avec Couperin. Moi, j'ai vu dans les chiffres 4 000 $. C'est Couperin. J'avais juste une question dans le cadre de l'abonnement ORCID institutionnel. Quand vous évoquez en fait les métadonnées, peut-être parce que je pense que c'est du charabia peut-être pour beaucoup de gens qui sont ici. Quel type de métadonnées? Qu'est-ce qu'une métadonnée? Dans le cadre de l'abonnement, encore une fois, institutionnel. Qu'est-ce que ça apporte en plus, en fait, la plus-value? Je ne vais pas parler faut pas parler d'un abonnement, là. On parle vraiment d'une adhésion. C'est-à-dire que chacun des organismes qui adhèrent va avoir probablement une politique d'incitation auprès des chercheurs pour qu'ils se créent un identifiant ORCID. Et cet identifiant ORCID, ils vont pouvoir le stocker aussi dans leur propre système d'information. Donc, quand on parle de métadonnées, typiquement pour les métadonnées qui sont associées à un DOI, par exemple, c'est le titre, le titre de l'article, les auteurs, leurs affiliations, le résumé, la bibliographie. Enfin voilà, ce sont ce type d'informations qu'on appelle métadonnées. Maintenant, pour revenir juste à la question précédente concernant la présence d'Elsevier, donc Clarivate Analytics, dans le board d'ORCID, ils font partie du board. Il y a des éditeurs privés au sein de la gouvernance d'ORCID, tout comme il y a des organismes non lucratifs. Après, c'est vrai que dès qu'on voit Elsevier quelque part, mais bon, il faut reconnaître quand même que c'est un énorme éditeur, en termes de métadonnées. Bon, c'est eux qui ont le Web of Science aussi, dans Scopus. Donc il y a quand même des... C'est un acteur privé incontournable. Voilà, donc... D'autres questions? Madame? Oui.
Bonjour. Moi j'avais 2 questions. Une plus parce que initialement j'étais chercheur. Je ne sais pas si je le suis encore, mais en tout cas je l'étais. Et maintenant je suis plus dans le monde de l'IST. Et j'ai typiquement un exemple où j'ai un article avec des co-auteurs où je ne suis pas le corresponding auteur. Donc je voulais juste suivre le processus de soumission. Et on m'a demandé pour se loguer pour le journal de mettre mon ORCID. Ouais. Et en fait, je me suis demandé si le fait de mettre mon ORCID allait être de fait autorisé, la fameuse autorisation, ou c'était quand même dans le profil ORCID qu'on autorisait le journal à récupérer les données. Je me posais cette question si de fait, rien que de me loguer avec l'ORCID, c'était une sorte d'autorisation. Non, je pense qu'il y a quand même toujours, à chaque fois... À cocher, à valider dans le profil. Alors après, exactement dans le profil, j'ai pas approfondi, mais c'est vraiment une fonctionnalité auto-update, c'est vraiment à l'initiative du chercheur, qui décide de la même façon qu'il autorise certaines applications tiers, des applications de confiance dans son environnement. Là, c'est vraiment une volonté de sa part que son profil soit automatiquement complété par Crossref à partir de l'identifiant DOI. Mais en tout cas, à cette étape, juste l'identification, c'est pas précisé en fait. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si c'était vraiment on était à l'étape d'autorisation ou juste de suivi de soumission et après nous demanderait de récupérer une fois l'article accepté parce qu'on est encore dans la soumission. Je suis pas allée voir dans mon profil ORCID pour voir où ça se situait exactement cette fonctionnalité. D'accord. Et par rapport à l'implémentation de l'API ORCID dans HAL, c'est un projet qui est à court terme, à long terme on espère 2020, ça fait longtemps qu'on espère. C'était un petit peu conditionné aussi. Avec l'adhésion ? Avec l'adhésion, oui. D'accord, ok. Super. Il y a eu aussi pas mal de questions. Je sais que le contrat a séjourné un certain temps dans les services juridiques aussi, puisque il est quand même question de données. C'est comme... Voilà, on se retrouve quand même c'est géré par les droits américains. Je crois que c'est sous système juridique américain. Donc voilà, les Français et les Européens sont assez sensibles aux questions des données, de la souveraineté des données. Voilà, donc. Ok, merci. Oui, bonjour. En fait, c'est au niveau donc, des identifiants. Donc, je me rappelle quand on a fait des ateliers pour l'Open Access Week, on a encouragé les chercheurs à se créer un idéal et un ORCID. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord que c'est bien, que ça pour leur visibilité et pour centraliser un peu leurs données. Mais en revanche, pour le Scopus ID et le Research ID, on ne savait pas trop parce que justement, un peu comme pour Academia et pour ResearchGate, on peut se demander s'il faut l'encourager également à leur créer ce identifiant parce que derrière ce sont pour Scopus, donc c'est Scopus, pour Researcher ID qui est d'ailleurs devenu Publons récemment. Et il y a eu une fusion et donc qui appartient au Web of Science à Clarivate Analytics. Donc en fait c'est de savoir si éthiquement, il y a, pour l'éthique de la recherche justement, il y a des identifiants à privilégier ou à déconseiller, tout simplement. Alors déjà, la première chose, on revient au tout début de ma présentation, il faut vraiment être référencé comme auteur dans ces bases de données, déjà pour y avoir accès. Le Scopus, vous en avez forcément un Scopus ID. Si votre publication si votre nom d'auteur est référencé en tant qu'auteur d'une publication référencée dans Scopus, le Scopus vous attribue automatiquement un Scopus ID. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre sur le Scopus ID. Vous pouvez simplement signaler, une publication qui n'aurait pas été associée à votre Scopus ID. Pour le Researcher ID, c'est de la même façon. Il faut que vous soyez référencé comme auteur dans cette base de données. Après, je ne sais pas si quand on parle de stratégie de visibilité, à partir du moment où votre nom d'auteur est présent dans cette base de données qui est incontournable aussi. On peut revendiquer en fait le laisser. Après, moi, j'ai pas de conseils particuliers à donner. Après, c'est la difficulté, c'est de gérer tous ces profils, quoi. Mais c'est de pouvoir les mettre à jour. Mais
je pense que le Researcher ID, si vous êtes quand même, si vos publications, si vous avez pas mal de publications qui sont référencées dans le Web of Science, je pense que c'est bien de le créer et puis de le compléter. Oui. Une question ou un avis de votre part, quand on publie avec des industriels par exemple, quelle est la bonne stratégie aussi? Parce que tout le monde n'a pas d'ORCID. Alors justement, l'avantage de l'ORCID, c'est vous avez auteur mais contributeur. Donc si un de vos partenaires est co-auteur de votre publication, même s'il n'est pas dans l'environnement académique, je pense qu'il peut tout à fait se créer un ORCID. D'abord, si c'est lui qui soumet, on va peut-être l'obliger, enfin la plateforme de soumission des préprints va peut-être l'obliger. Maintenant, peut-être que c'est pas forcément intéressant pour lui. Je sais pas après si, je sais pas individuellement si lui il en a besoin. Je sais que nous, dans le monde de la recherche, de plus en plus, le chercheur va en avoir besoin ou on va lui demander de le faire. Peut-être que dans le cadre privé, dans l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent dans son environnement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai des problèmes actuellement, effectivement, pour pouvoir soumettre avec des industriels. Et du côté industriel, ils ne sont pas référencés. C'est tout un parcours du combattant pour pouvoir simplement déposer sur la plateforme de soumission. Bon. Ah ouais? Ouais, je regarderai ça. J'avais une autre demande. Souvent, les outils ORCID ou HAL, on a des problèmes lorsqu'on veut déposer une liste, par exemple, de DOI. Souvent, l'interface, c'est uniquement one by one, en fait. Et ça, c'est très pénible parce qu'on ne fait pas systématiquement. À chaque fois qu'on a une publication, on rentre. C'est souvent la fin de l'année, quand on a un peu de vacances. On se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour mes listes de publications. Et donc, j'ai envie de faire en lot. Importer un lot. Donc, il y a un outil qui s'appelle X2HAL. Mais bon, c'est pareil, il faut toujours au départ préparer un fichier qui peut être exploité par l'application dans laquelle vous allez importer les éléments. Ok. Et la dernière fois que j'ai voulu faire une importation dans HAL d'une liste, ça ne fonctionnait pas. Donc je ne sais pas si ça s'est amélioré. Si votre fichier ne contenait que la liste des DOI, c'est vrai que c'est pas un format. Le principe d'un import, il faut toujours que le fichier soit formaté de façon à ce que la base de données puisse exploiter vos données, quoi. Ok. Oui, pour répondre peut-être à la question, je ne sais pas si vous avez vos références sur un logiciel de type Zotero ou EndNote. Normalement, vous pouvez exporter au format d'Iris et réimporter aussi dans ORCID. Ça devrait aller. C'est plus simple de le faire que par des oui. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis là. Coucou. En biplay, d'accord. Et ça passe pas? Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais il me semble que l'importation va fonctionner. Ouais. Dans Orchid et dans HAL? Dans Orchid. Que dans Orchid. Dans HAL, j'ai pas essayé, il me semble qu'il n'y a pas un fichier. Si. Si, on peut importer à partir d'un fichier BibTeX, mais bon, il faut le formater, le fichier, c'est comme dans tout, quoi. Une dernière question. Non. Donc on va remercier Agnès Magron. Merci. Et on va enchaîner sur